Si votre façade est devenue sale, décrépite ou peut-être même délabrée au fil des ans, vous pouvez vous y attaquer vous-même de différentes manières et veiller à ce qu'elle soit à nouveau comme neuve. Pour cela, vous pouvez faire subir un vrai relooking à votre façade, mais il ne faut pas toujours forcément sortir les grands moyens pour obtenir des résultats. Dans cette émission, nous passons toutes les possibilités en revue avec Roger. Il est possible que votre façade soit encore en trop bon état pour vraiment la rénover, mais qu'elle soit par exemple enlaidie par les mousses et la saleté. Dans ce cas, un nettoyage en profondeur peut déjà bien arranger les choses. Veillez à ce que votre façade ait déjà été rincée une première fois au moyen d'un produit pour le nettoyage de façade et d'un nettoyeur haute pression. Dans le cas d'une façade plus ancienne, faites d'abord un test sur une petite partie pour voir si le mur est suffisamment robuste. Si tel n'est pas le cas, utilisez alors un produit adapté ne nécessitant pas de nettoyeur haute pression. Vous pouvez ensuite dégraisser la façade. Roger utilise pour cela un dégraissant biologique qu'il applique au moyen d'un pulvérisateur afin que le produit soit réparti finement. Mais quel que soit le produit que vous utilisez, il est important de bien lire la notice explicative. Portez aussi bien un masque, ce n'est pas grave si ce produit se retrouve sur la menuiserie, mais il ne peut pas entrer en contact avec le verre ou le métal car il pourrait laisser un voile par-dessus. Dans ce cas, le dégraissant doit agir 20 minutes et vous pouvez ensuite à nouveau nettoyer la façade à l'eau via le nettoyeur haute pression. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut commencer à nettoyer la façade en bas. En commençant en haut, vous élimineriez tout le produit appliqué en bas. Vous voyez aussi clairement où la façade est encore sèche et où vous devez encore donc nettoyer. Tandis que si l'eau coule de haut en bas, la façade est complètement mouillée et vous ne voyez pas où vous êtes déjà passé avec le nettoyeur haute pression. Et ensuite, vous passez encore le tuyau d'arrosage sur la façade afin d'éliminer toutes les particules de saleté détachées ainsi que les résidus de produits. Pour un nettoyage optimal, vous pouvez encore appliquer un traitement de surface, un produit hydrophobe donc. Un tel produit rend la façade moins poreuse. De ce fait, l'eau et la saleté ne peuvent plus pénétrer dans le mur. Certaines variantes dissoudront aussi activement la saleté. Lisez à nouveau bien la notice explicative. Le produit que Roger utilise doit être appliqué à un moment où de la pluie n'est pas annoncée pour les 12 heures suivantes. J'applique une fine couche. Je me tiens donc à environ 60 cm du mur et je fais des mouvements assez rapides. Ici aussi, je travaille du bas vers le haut. Si vous voulez récupérer votre façade en la nettoyant, ne vous limitez pas uniquement au mur, mais attaquez-vous aussi aux appuis de fenêtres et à la plainte de ciment en les débarrassant de la saleté et de la mousse. Pour cela, vous protégez avant tout toutes les grosses surfaces en métal, en verre ou en plastique. Éliminez la saleté superficielle avec une grosse brosse, mais n'utilisez pas d'eau car le produit anti-mousse s'applique pur sur un support sec afin de pouvoir bien pénétrer. Sur les appuis de fenêtre et la plainte de ciment, vous appliquez le produit avec une brosse ou un rouleau, comme si vous peigniez. Laissez-le agir 24 heures puis éliminez la saleté de la façade à l'aide d'un nettoyeur haute pression. N'oubliez pas ici non plus de travailler du bas vers le haut. Ensuite, vous rincez encore tout une fois, cette fois du haut vers le bas. Dans bon nombre de cas, un nettoyage en profondeur fera déjà des miracles pour votre façade, mais cela ne peut évidemment pas faire de tort d'aller encore un petit peu plus loin. C'est qu'il peut également être intéressant, éventuellement en combinaison avec l'étape précédente, de refaire vos joints là où c'est nécessaire. Veillez à bien le faire à une température supérieure à 5 degrés, une condition de base quand on travaille avec des produits à base de ciment. Auparavant, vous éliminez tous les anciens joints en utilisant pour cela une meuleuse d'angle à lame diamantée. Longez le bord supérieur et inférieur du joint et meulez suffisamment profondément. Quand vous retirez votre ancien joint, laissez au moins environ 1 cm, 1,5 cm pour après pouvoir rejointoyer. Avec un marteau et un burin, vous pouvez ensuite retirer les fragments. Puis vous éliminez la poussière du joint au moyen d'une brosse afin qu'il soit propre. Pour le produit de jointoiement, vous pouvez utiliser un produit prêt à l'emploi. Vous trouverez sur l'emballage la quantité d'eau nécessaire. Vous la mélangez avec la moitié du mortier de jointoiement. La substance est encore trop liquide, vous y ajoutez donc encore l'autre moitié du mortier. Donc pour voir si votre mortier de rejointement est bon, vous en faites une boule
Il ne devrait pas casser. En même temps aussi, vous prenez votre petite truelle, il devrait coller, comme maintenant. Et si c'est trop sec, ça va donner ceci. Ça casse directement et c'est trop sablé. Avant de commencer à jointoyer, vous humidifiez d'abord encore légèrement le mur afin que l'eau dans le mortier ne soit pas absorbée directement par les briques. Donc maintenant nous aurons rejointoyé. Vous retenez bien que vous commencez de en haut vers le bas. Et la première chose que nous allons faire, ce sont les joints verticaux et puis nous faisons ceux horizontaux. Donc le plus simple maintenant, vous prenez donc une petite boule dans la main. Vous passez avec votre truelle à joint entre le pouce et l'index. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un petit tas. Placez dans le joint. Placez votre planche à mortier en dessous du joint et poussez le produit de jointoiement fermement dedans avec votre fer à jointoyer. Si vous êtes droitier, vous travaillez bien sûr de gauche à droite. Ici, Roger commence à chaque fois par le joint montant, c'est-à-dire le joint vertical. Mais vous pouvez tout aussi bien commencer par le joint horizontal, appelé joint d'assise. Si vous commencez par les joints horizontaux, le remplissage des joints verticaux est plus facile car le produit de jointoiement ne peut plus tomber. Mais alors, vous devez à chaque fois effacer le marquage que vous avez fait dans le joint horizontal. C'est pourquoi un jointoyeur plus expérimenté commencera plutôt par les joints verticaux. Le remplissage des joints verticaux exige un petit peu plus de dextérité que celui des joints horizontaux. Mais vous pouvez éventuellement utiliser une planche à mortier avec une découpe pour vous faciliter la vie. Jointoyez du haut de la façade vers le bas et travaillez plus ou moins par mètre carré. Quand vous avez fini, passez encore dessus avec une brosse à main. Faites ceci en diagonale afin de ne pas faire ressortir le produit de jointoiement du joint par accident. Une façade à nouveau jointoyée a l'air nettement plus soignée. Ce travail vaut donc largement la peine, mais une petite touche de peinture fait tout autant une sérieuse différence. Nous n'excluons donc pas non plus les travaux de peinture. Une menuiserie décrépite donne à votre façade un air négligé. Vous pouvez heureusement simplement la peindre ou la repeindre vous-même. Roger nous le montre ici avec une fenêtre devant justement être peinte. Et commencez par appliquer un dégraissant. Laissez le produit agir un moment et essuyez avec un linge. Si la menuiserie a déjà été peinte, veillez à présent à ce que toutes les particules d'ancienne peinture détachées soient éliminées et à ce que la surface soit poncée. Protégez ensuite les briques tout autour de la fenêtre avec un ruban adhésif prévu pour l'extérieur. Et vous protégerez aussi également les bords du verre avec le bord de silicone car on ne peut pas peindre par-dessus. Si vous continuez de travailler sur une ancienne couche de peinture qui était encore en assez bon état, vous pouvez commencer à peindre directement. Mais ici Roger travaille sur une fenêtre non traitée, il doit donc d'abord appliquer encore un après. L'après doit à présent sécher 24 heures avant d'appliquer une première couche de couleur. Roger utilise ici de la peinture en bombe. Il couvre donc le verre complètement pour le protéger de la brume de peinture. Il couvre également le mur tout autour, mais vous pouvez évidemment aussi peindre la menuiserie simplement à la main. Au total, il me faut environ 3 couches de peinture. Je dois toujours l'appliquer en fine couche afin d'éviter les coulées. Et je tiens la buse à environ 30 cm de la surface à peindre. N'oubliez pas de respecter le temps de séchage entre les différentes couches. Dans ce cas, il est d'environ 3 heures. Après avoir appliqué toutes les couches, vous pouvez à nouveau retirer le ruban adhésif et votre menuiserie est comme neuve. Si vous avez aussi une porte de garage dont la couleur s'est ternie à cause de longues années d'exposition à la lumière du soleil, vous ne devez pas directement la repeindre. Mais vous pouvez simplement essayer de lui rendre son éclat au moyen d'un multispray. Appliquez le spray sur toute la porte en n'oubliant pas de porter un masque. Laissez agir un moment, puis passez dessus avec un linge doux. Vous voyez, un peu de peinture vient automatiquement avec. Il ne faut pas continuer de frotter. Passer une fois sur la surface suffit. Le but n'est pas d'enlever complètement cette couche de peinture. On n'élimine que les particules de peinture détachées. La peinture n'est donc pas dissoute par le produit. Après cette opération, la porte a également à nouveau une fière allure.
Mais si toute votre façade a besoin d'une nouvelle couleur, vous pouvez bien entendu aussi repeindre le mur entièrement. Choisissez alors une peinture résistant à l'humidité ou perméable à la vapeur et durable, prévue pour l'extérieur. Veillez à ce que la façade soit nettoyée et dégraissée, à ce que les joints soient remplis et à ce qu'il n'y ait pas de briques cassées dans le mur. Couvrez aussi le sol, les portes et fenêtres et les plantes. Si vous voulez peindre sur des briques non peintes ou sur une ancienne couche de peinture farinant, vous appliquez d'abord encore un après. Vous pouvez ensuite commencer avec la peinture. Pour un cachet plus rustique, vous pouvez aussi appliquer sur votre façade un enduit à base de chaux. On utilise ici un enduit de chaux protégeant la façade de l'humidité tout en la laissant respirer. Il s'agit d'une composition de sable, de craie, d'un pigment de couleur et parfois aussi de ciment. Ce produit est aussi plus épais qu'une peinture pour façade. L'application d'un enduit à base de chaux s'effectue lors d'une période avec des températures comprises entre 5 et 30 degrés Celsius et sans gel nocturne. Vous l'appliquez avec une brosse rectangulaire, ce qui crée l'effet rayé traditionnel sur la façade. Vous pouvez éventuellement appliquer ensuite une peinture au silicate dessus. Elle rendra la façade imperméable et prolongera sa longévité. À présent que nous avons vu comment nettoyer, jointoyer à nouveau ou repeindre votre mur et comment rafraîchir votre menuiserie, il est temps de s'attarder sur les travaux de plus grande ampleur. Si vous souhaitez doter votre façade de panneaux ou de bandes de briques, deux types de revêtements de façade que vous pouvez poser en tant que bricoleur, c'est aussi le moment d'isoler d'abord votre façade. Demandez avant tout auprès de votre commune sur quelle épaisseur vous pouvez isoler et si des câbles passent par votre façade, contactez le gestionnaire de réseau. Ensuite, vous préparez déjà la façade. Retirez autant que possible les éléments qui pourraient se trouver dans le chemin, comme des appuis de fenêtres ou des boîtes aux lettres scellées. Si vous voulez aussi isoler les ébrasements des portes et fenêtres, élargissez-les un peu afin qu'il y ait de la place pour l'isolation. Dans le cas de cette maison, de nouvelles solives sont aussi d'abord placées. La première chose est de contrôler que notre mur est bien à niveau dans un plan vertical et un plan horizontal. Si votre façade n'est pas droite, il vaut mieux faire appel à un professionnel. Si elle est bien d'équerre comme elle le devrait, vous pouvez continuer à éliminer les bouts de plâtre ou de peinture détachées. Éliminez aussi un maximum de poussière et de saleté afin que la colle puisse adhérer correctement par la suite. Dans bon nombre de cas, il faut appliquer un après et vu que cette façade est aussi loin d'être idéale, elle a droit à une petite couche. Le type de panneau d'isolation que vous allez poser dessus dépend de la finition ultérieure. Si vous optez pour des panneaux de façade, des panneaux d'isolation lisses sont un choix adéquat. Si vous comptez poser des bandes de briques, vous avez intérêt à choisir des panneaux avec une structure adaptée. Cela vous aidera à garder par la suite, lors de la pose des bandes de briques, une largeur de joint constante. Vous pouvez éventuellement placer la rangée inférieure d'isolation dans un profilé de départ, pour la protéger par exemple des parasites. Vous pouvez couper le profilé sur mesure avec une meuleuse d'angle à lame à métaux. Si vous souhaitez couvrir non seulement l'avant, mais également le côté des panneaux d'isolation de bande, gardez un écart de l'épaisseur d'une bande de briques entre le profilé de départ et le bord de la façade afin qu'il y ait de la place pour encore placer les bandes contre d'équerre. Vous placez le profilé sur le sol et le fixez contre la façade avec des chevilles à clous, venant dans les découpes prévues du profilé. Veillez à ce qu'il soit parfaitement de niveau. Une fois le profilé de départ fixé, vous pouvez commencer à aligner vos panneaux d'isolation et si vous travaillez sans profilé de départ, c'est la première étape. Maintenant, je place les panneaux contre le mur afin de contrôler le niveau de la rangée de briquettes. Superposez donc déjà les panneaux en partant du sol même pour voir comment vous tombez au-dessus de la porte. Placez un bout d'isolation à la bonne hauteur au-dessus. Posez une bande de briques de coin le long du bord de l'ouverture de porte et une bande de briques ordinaire sur le panneau d'isolation à côté. Mesurez la différence de largeur entre les deux et sciez cette mesure de la première rangée. Pour aligner les panneaux d'isolation sur la hauteur, contrôlez d'abord si la première rangée est de niveau, car elle sera la référence pour toute la façade.
Tracez un trait clair au-dessus, vous reportez ce trait de référence sur le reste de la façade. Cela est possible simplement avec un niveau à eau, mais vous pouvez aussi louer un niveau à laser. Pour aligner sur la longueur, vous étalez déjà une rangée de bandes de briques le long de toute la façade avec l'épaisseur d'un crayon de maçon comme écart. Dans ce cas, une nouvelle porte sur mesure sera posée. Roger laisse donc les briques continuer aussi le long de l'ouverture de la porte. On saura ainsi jusqu'où les briques peuvent être posées pour débuter et terminer avec une brique pleine. Dès lors que vous allez conserver votre porte et vos châssis de fenêtres, il faudra placer les briquettes en les coupant en petits bouts pour les adapter à la situation. Il y aura donc de nombreux petits bouts à couper à chaque endroit. Ici, nous allons changer les châssis et les fenêtres. Donc nous pouvons placer les briquettes entières. On les adaptera légèrement, mais ça ne changera pas la situation. Indiquez jusqu'où vous pouvez poser l'isolation au niveau des ébrasements afin de tomber encore bien avec une brique pleine. En déterminant ceci directement, vous vous faciliterez la vie. Vous pouvez maintenant commencer à coller les panneaux d'isolation avec un mortier-colle ou de la mousse PU. Pour préparer du mortier-colle, vous mettez la colle avec la bonne quantité d'eau dans un bac de mélange et vous mélangez. Laissez reposer 1 minute et mélangez à nouveau. Appliquez la colle avec une truelle sur le panneau. Procédez en forme de 8, sauf en cas de grande surface. Il vaut alors mieux appliquer des points de colle épais. Si votre mur est très lisse, vous pouvez aussi peigner la colle sur le panneau avec un peigne à colle. Au total, vous devrez bien utiliser 1/3 de la colle fournie, le reste vous servira à coller les bandes de briques. Si vous avez placé un profilet de départ, appliquez d'abord dedans une couche de mousse PU avec un pistolet et collez les panneaux d'isolation inférieurs dessus. Grâce à la colle, ils seront également collés contre le mur, mais ils y sont tout de même encore fixés en plus avec des chevilles à clous. Vous éviterez ainsi aussi tout affaissement lors de la pose des rangées suivantes. Forez avec le marteau perforateur des trous à travers les repères de perçage dans les panneaux d'isolation dans le mur et placez la cheville. Vous n'enfoncez pas encore le clou complètement, car il faut attendre pour cela que la colle soit bien sèche. Vous réalisez là où c'est nécessaire une découpe dans l'isolation, par exemple pour le seuil ou d'autres éléments que vous ne pouvez pas retirer de la façade. Pour les découpes, vous utilisez idéalement un coupe-isolation avec lequel vous coupez l'isolation en la brûlant avec un filament. Pour raccourcir les panneaux d'isolation, une scie à main suffit. N'oubliez pas de doter les découpes aussi de colle afin qu'elles forment un raccord parfait avec les éléments existants. Là où 2 panneaux viennent l'un contre l'autre, vous pulvérisez aussi de la mousse PU, afin d'éviter toute rupture de la coque d'isolation en cas de petites ouvertures. Ajustez bien les panneaux les uns par rapport aux autres et contrôlez à chaque fois bien si vous travaillez de niveau. À l'arrière du panneau d'isolation, il reste encore du mortier-colle. N'oubliez pas de l'enlever afin de pouvoir ensuite parfaire et mettre le morceau d'isolation qui convient. Travaillez d'abord autour des fenêtres et de la porte et ne commencez qu'ensuite au niveau des ébrasements. Contrôlez aussi suffisamment au niveau des ouvertures de fenêtres et de portes si vous travaillez de niveau et sur une même ligne. Au-dessus de l'ouverture, vous devez en effet tomber juste. Quand vous avez fini autour de la fenêtre, vous pouvez poser l'isolation au niveau des ébrasements. Pour un bon résultat d'isolation contre les ponts thermiques, on va placer un morceau sur mesure dans l'encadrement qui va venir contre la fenêtre. Je le fixe avec la même colle. Et pour finir ici, je vais utiliser la mousse expansive. Continuez ainsi jusqu'à ce que la façade soit recouverte d'isolation. Pour les parties se trouvant plus haut, vous avez intérêt à louer un échafaudage roulant que vous déplacez facilement le long de la façade. Quand vous avez entièrement fini, vous laissez la colle sécher une nuit. Ensuite, vous pouvez enfoncer les chevilles à clous complètement dans le mur. Vous devez évidemment le faire avant de poser le revêtement de façade, sinon elles seront dans le chemin. Pour poser des bandes de briques, vous préparez à nouveau d'abord une quantité de colle. Ici, vous travaillerez le mieux à l'aide de quelques traits de référence. Arrivé ici, il faut que j'ajuste correctement la briquette
afin que le bord de la briquette corresponde au bord de la fenêtre et non pas au bord de l'isolation. J'utilise donc une pierre d'angle et à l'aide de mon niveau, je peux maintenant tracer la ligne. Commencez alors à poser les bandes de briques. Vu que vous avez déjà étalé la rangée inférieure, vous savez où elles doivent venir. Travaillez du haut vers le bas afin que la colle ne se retrouve pas sur les bandes de briques. Enduisez d'abord bien l'isolation de colle et passez le peigne à colle dessus pour une répartition uniforme. Vous enduisez également les bandes de briques à l'aide d'une truelle avant de les poser. Dans les coins, vous placez une bande de coin. Ici, les côtés des panneaux d'isolation n'ont pas de côté de soutien. Pour éviter tout affaissement à cet endroit, vous pouvez donc encore soutenir la bande de briques avec un clou. Continuez ensuite, coin par coin ou par mètre carré. Vous contrôlez la largeur des joints en posant un crayon de maçon sur la largeur entre les briques. Vérifiez aussi suffisamment souvent si elles sont bien les unes en dessous des autres. Ceci est très important pour un bon résultat final. Au niveau des bandes de coin, vous contrôlez donc encore si toutes les briques se trouvent de niveau sur une ligne. Ici, les briques sont posées en quinconce. Pour voir si tout est bien correct partout, vous pouvez utiliser un petit truc. Pour s'assurer que l'on a placé l'interstice entre les pierres au bon intervalle entre la pierre supérieure, j'utilise une pierre de coin. Le petit côté m'indique si mon interstice se trouve au bon endroit. Et dans ce cas, Roger a de la chance que les briques tombent bien partout. Mais si tel n'était pas le cas, vous les coupez avec une meuleuse d'angle avec une lame diamantée pleine. N'utilisez pas de lame dentée car la brique risquerait peut-être de s'effriter. Vous maîtriserez rapidement la pose des bandes de briques, mais soyez particulièrement attentif au niveau d'une fenêtre ou d'une ouverture de porte. Si vous avez opté pour une finition du linteau supérieur de votre fenêtre verticale, vous pouvez utiliser la même briquette que celle qu'on a utilisée précédemment sur les coins. On la place à ce moment-là comme ceci. Il existe également une autre briquette avec une finition à ce moment-là horizontale. Dans tous les cas, il faudra la maintenir avec quelques planches de bois. Et au niveau de la fenêtre, vous utilisez donc des bandes de coin. Pour que la rangée de bandes de briques continue bien, vous devez meuler les briques venant au-delà de la limite de l'ouverture de fenêtre sur mesure afin qu'elles aillent en partie à côté de la fenêtre et en partie sous la fenêtre. Soutenez ces briques jusqu'à ce que la colle ait bien durci. Quand vous avez posé toutes les bandes de briques, vous pouvez commencer à jointoyer comme nous l'avons montré dans un chapitre antérieur. Votre façade sera ainsi finie. Les panneaux de façade sont une autre option de revêtement de façade que vous pouvez poser vous-même. Nous vous montrons dans la suite comment procéder. Les panneaux de façade ne se posent pas ainsi contre le mur ou l'isolation, mais contre un lattage placé ou non contre des panneaux d'isolation. Vous gardez ainsi l'ensemble plat et créez une importante coulisse. Il ne faut donc surtout pas la remplir avec de l'isolation supplémentaire. Ici, des panneaux de façade horizontaux sont posés. Le lattage est donc vertical. Si vous voulez poser des panneaux de façade verticaux, vous faites aussi un lattage vertical, mais vous placez encore dessus des lattes horizontales supplémentaires contre lesquelles viendront les panneaux de façade verticaux. Une autre option consiste à utiliser des lattes de ventilation, garantissant un flux d'air. Vous réalisez le lattage en bois de sapin imprégné, de manière à ce qu'il ne soit pas attaqué par les petites bêtes ou les moisissures. Optez pour des lattes de minimum 2,5 cm sur 3. Si vous travaillez sur de l'isolation, choisissez absolument une variante plus large afin que la coulisse soit suffisamment grande. Un panneau de façade doit à chaque fois être soutenu au moins en 4 endroits par une latte. Pour savoir tous les combien de centimètres vous devez placer une latte, vous divisez donc la longueur d'un panneau par 3. Il s'agit de la distance centre à centre entre les lattes, ce qui signifie la distance entre le milieu d'une latte et le milieu de l'autre latte. Pour être certain de garder à chaque fois la même distance entre les lattes, vous pouvez réaliser un gabarit de cette longueur. Marquez ainsi la position de chaque latte que vous devrez placer. Vous sciez les lattes en longueur sur mesure avec une scie sauteuse ou une scie à main. Et puis tenez compte du fait qu'en bas de la façade, elles doivent se trouver à bien 5 cm du sol. Préforez avec un forêt à bois les lattes environ tous les 50 cm. Vous reportez les repères avec votre marteau perforateur à travers l'isolation et dans le mur. Dans le trou, vous enfoncez une cheville que vous poussez assez profondément à l'aide d'une vis d'écartement.
Placez alors la latte dessus et vissez la vis d'écartement dans la cheville. La partie sans vis franchit l'épaisseur de l'isolation. Grâce au filetage, vous pourrez encore ajuster le lattage par la suite afin qu'il soit bien plat. Pour les fenêtres, vous posez encore une latte supplémentaire car vous devez avoir suffisamment de soutien au niveau des coins. Cette latte peut longer le mur. Une cornière posée par la suite garantira une finition soignée. Si vous vous retrouvez au bord de la façade avec un coin intérieur attenant à une autre façade que vous voulez doter de panneaux, veillez à ce que les lattes les plus proches de ce coin soient à une distance suffisante du bord. Vous aurez ainsi encore la place pour rassembler ultérieurement les panneaux dans le coin entre eux. Dans le cas d'un angle extérieur, vous laissez les lattes former un raccord d'équerre. Mais vous devez absolument utiliser ici des lattes d'au moins 7,5 cm de largeur, sinon vous ne perceriez pas pleinement la brique et elle risquerait de s'effriter. Lorsque vous avez placé toutes les lattes, vous devez encore contrôler si elles se trouvent sur un même plan. Placez pour cela une longue règle le long des lattes et regardez si elles sont bien sur la même ligne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à nouveau desserrer les vis d'écartement et pousser les lattes ici et là encore un peu vers l'avant ou l'arrière. Glissez si nécessaire une petite cale en plastique derrière la latte pour maintenir la bonne distance. Ensuite, vous revissez tout, c'est maintenant au tour des profilés. En premier, il faut placer cet angle de ventilation. Celui-ci permet aussi d'empêcher les petits animaux et les oiseaux de s'infiltrer entre le mur et le panneau. Vous placez le profilé de ventilation avec les ouvertures vers le bas. Vissez-le ensuite contre les lattes et si vous devez scier des profilés, vous utilisez une scie à métaux ou une scie sauteuse à fines dents. Pour surmonter une longue distance, vous laissez idéalement les profilés former un raccord entre eux sur une latte. Au-dessus du coin de ventilation, vous placez le profilé de départ dans lequel viendra la première rangée de panneaux. Indiquez déjà où vous pouvez fixer les profilés dans les lattes et préforez. Ajustez alors les vis lentement jusqu'à ce que ce profilé soit fixé parfaitement de niveau. Cela déterminera en effet tout l'aspect de votre façade. En dessous et au-dessus d'une fenêtre aussi, vous placez un profilé de ventilation et un profilé de bord. Sur les côtés de la façade, un profilé de bord doit aussi être placé à chaque fois dans lequel les panneaux se glisseront. Une fois le lattage et les profilés posés, vous pouvez vous attaquer aux panneaux de façade. Alors, les panneaux de façade se déclinent en toutes sortes de matériaux. L'option la plus classique est bien sûr le bois, mais on opte souvent pour le PVC car il est léger et résistant à l'usure. Il ne brûle en outre pas non plus facilement et exige peu d'entretien. Une autre possibilité est le ciment composite ou fibre ciment, un produit composé de ciment, sable, chaux et fibres naturelles. Ces panneaux sont également très faciles à entretenir et résistent à des conditions climatiques extrêmes. Pour un résultat naturel et un minimum de perte de panneaux, il est conseillé de travailler selon un appareil irrégulier. Vous débuterez donc avec la chute de chaque rangée, une nouvelle rangée à condition de pouvoir fixer cette chute sur au moins 3 lattes. Autre point important. Si vous posez des panneaux de façade avec un système de rainure et languettes, vous travaillez avec la languette vers le haut afin que l'eau de pluie ne puisse pas se retrouver dans la rainure. Cliquez le premier panneau dans le profilé de départ et rapprochez-le du profilé de bord, sans le placer complètement contre. Il faut en effet laisser au moins 1 cm de joint de dilatation. Vissez alors le panneau avec des vis en inox résistantes aux conditions extérieures. Mesurez la distance résiduelle et sciez un panneau sur mesure pour compléter la rangée. Contrôlez encore d'abord, après votre première rangée finie, si elle est bien de niveau, puis continuez. Pensez à toujours laisser un joint de dilatation entre 2 panneaux, vous le couvrirez avec une pièce de jonction. Au niveau des angles extérieurs, vous placez un profilé d'angle extérieur spécial que vous vissez ou agrafez. Pour les angles intérieurs, vous placez un profilé de bord en travers contre un autre profilé de bord. Quand vous arrivez à une fenêtre, vous sciez le panneau si nécessaire en longueur afin qu'elle vienne jusque contre l'appui de fenêtre. Sur l'appui de fenêtre même, vous collez une chute juste un peu plus large que votre façade. N'oubliez pas de respecter partout le joint de dilatation. Vous ne vissez pas le bout sous la fenêtre pour éviter que les vis restent visibles. Et pour voir si les panneaux des 2 côtés d'une rupture, comme une fenêtre ou une porte, continuent bien, vous posez un panneau d'un côté à l'autre et regardez s'il est de niveau dans le prolongement des autres panneaux. Je regarde entre-temps déjà avec 2 chutes comment j'arrive ici au-dessus de la porte. Dans ce cas, j'ai énormément de chance. Je ne devrais pas scier cette planche supérieure tout à l'heure. N'essayez pas de calculer pour arriver au-dessus de la porte ou de la fenêtre avec une bande complète.
Le but est de la scier et de toujours commencer en bas avec une latte complète. Au-dessus de la fenêtre, je devrais par la suite scier un panneau. Et n'oubliez pas non plus de finir les ébrasements. Pour finir les ébrasements, il existe également des profilés spéciaux, très faciles à couper sur mesure avec une meuleuse d'angle. Il suffit de les fixer avec un peu de mastic de montage. Au niveau de la porte de garage, l'ébrasement est un peu plus profond. Outre le profilé, j'y ai aussi placé un bout de revêtement de mur. Il suffit à nouveau de le fixer avec du mastic de montage. Continuez maintenant vers le haut. En cas de rive de toit en biais, vous devez scier vos panneaux au bon angle. Pour reporter ce côté en biais ou la pente du toit sur les clins de bardage, j'utilise un rapporteur réglable. Veillez à ce qu'il soit bien ajusté des deux côtés. Serrez-le et reportez sur le bardage. Quand vous êtes encore à 4 panneaux de la rive de toit, vous regardez idéalement déjà de quelle manière vous terminerez. La dernière bande de panneaux doit rester environ 3 cm de la rive pour une ventilation optimale de la coulisse. Que faites-vous si vous constatez que vous arrivez trop haut? Pas de problème, vous sciez simplement le dernier panneau avec la scie sauteuse. Mais que faites-vous si vous constatez que vous arrivez trop bas? Alors vous glissez chaque fois les derniers panneaux 1/2 centimètre vers le haut. Au sommet du toit, le système de rainure et languette ne vous sert à rien et ici, vous vissez donc simplement les panneaux. En guise de finition, vous cliquez encore un profilé spécial sous la rive de toit. Cela évitera que la pluie s'infiltre derrière les panneaux et que l'isolation se retrouve humide. Vous avez à présent complètement terminé et votre maison ou annexe a retrouvé fière allure. Et voilà les principales possibilités pour la rénovation de votre façade.